le problème, c'est que c'est vraiment une façon de sauver Schengen, ça. Parce que tout ça ne s'entend que pour refouler les gens, enfin toujours dans le cadre du contrôle des frontières extérieures de l'Union. Ça ne concerne pas des éventuels contrôles aux frontières intérieures qui restent prohibés. Alors, l'énorme problème, c'est que certains pays, dont la France, ont déjà une liste nationale de pays sûrs. Et en réalité, cette liste européenne, qui va être beaucoup plus courte, a vocation, et j'en ai la preuve que là encore, je me suis fait élire rapporteur fictif, donc j'ai accès à tous les documents, cette liste européenne a vocation, dans les 3 ans qui viennent, ça va être très rapide, à remplacer complètement les listes nationales. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça veut dire, exemple, la liste du Royaume-Uni. 26 États sûrs pour le Royaume-Uni. Pour la France, 16. La liste européenne, 8, voire 9 maximum. Vous voyez un peu la différence? 2 fois moins que la liste française. Et donc, ça veut dire que, là encore, on nous vend de la poudre aux yeux. La communication officielle de l'Europe est en train de nous dire « Oh, mais grâce à cette liste des pays sûrs, on va mieux se protéger contre la migration », alors que ça va être l'inverse, parce que plus la liste de pays sûrs est restreinte, moins évidemment on va reculer, c'est facile à comprendre. Bah oui. Voilà. Et alors ils sont en train de s'écharper pour savoir s'ils vont en mettre 8 ou 9, et le pays qui coince un peu, c'est la Turquie. Puisqu'ils voudraient, enfin c'est la proposition de la Commission, mettre la Turquie également dans la liste des pays sûrs. Vous comprenez pourquoi? C'est qu'on lui paye déjà 6 milliards d'euros. Voilà. Si on ne met pas la Turquie dans la liste des pays sûrs, on aura vraiment donné 6 milliards d'euros pour rien, pour le coup. Parce que ça veut dire qu'on ne pourra plus refouler les migrants. Hein. Alors la Commission pousse, et comme il y a quand même pas mal de babacools, enfin de gens qui rêvent un peu, de rêveurs au sein du Parlement européen, vous avez pas mal d'eurodéputés qui disent oh, non, la Turquie c'est quand même pas un pays impeccable sur le plan des droits de l'homme, voilà, qui s'occupe très bien des migrants. Tout à fait, quand même. Bon. Et tout ce qu'on leur reproche, c'est de nous les envoyer trop facilement, autrement ils s'en occupent. Hein. Et donc, voilà, ils sont en train d'ergoter, sous prétexte qu'il y a quelques journalistes qui sont en prison, ce qui d'ailleurs est condamnable, hop, ils en tirent prétexte pour refuser d'inscrire la Turquie sur les élections. On est embourbé avec cette affaire turque. Voilà. Alors, il va y avoir une négociation, certainement, entre la Commission, le Parlement, bon, mais tout ça est en voie d'achèvement. Voilà. Alors, vous voyez, bon, tout ça, c'est très effrayant, en fait, c'est une façon de sauver Schengen. Alors, Schengen, c'est un système qui, à mon avis, qu'on ne peut plus sauver. Il a fait la preuve de sa défaillance. Voilà, c'est peut-être encore un beau rêve, Schengen ne marche pas. C'est pas récupérable. C'est pas récupérable, non. C'est notre analyse, ça n'est pas récupérable. Il faut passer à autre chose. La restauration des contrôles aux frontières nationales, c'était le système traditionnel. Et qui, en plus, pour des raisons faciles à comprendre, rend l'immigration beaucoup plus difficile, parce que dans le système actuel, il suffit de franchir la première barrière et hop, on est relativement tranquille, alors qu'avec le système des frontières nationales, chaque État opère un contrôle à son entrée. Donc même si un migrant arrive à pénétrer illégalement dans un pays, c'est pas pour autant qu'il pénétrera illégalement dans le deuxième. Donc, enfin, moi, à mon avis, c'est du bon sens. Ils viennent de dire. Alors, ça n'exclut pas, sur les gardes frontières européens, ce que j'essaye d'expliquer, parce que bien, vous êtes contre l'entraide. Non, pas du tout. Si on revient au contrôle des frontières nationales, ça n'empêche pas ensuite, dans le cadre d'un traité librement consenti, à la France, par exemple, de prêter quelques gardes frontières aguerris à la Grèce pour l'aider. Ça n'est absolument pas exclu, mais on n'a pas besoin de la Commission de Bruxelles de nous bâtir encore une agence qui va coûter très cher. On n'a pas besoin de tout ça. Qui ne sera pas efficace. Qui ne sera pas efficace. D'ailleurs, Frontex n'a pas été efficace et en fait, cette agence est présentée comme un super Frontex. Vous voyez, c'est le paradoxe, c'est la fuite en avant. Dès que quelque chose ne marche pas avec l'Europe, au lieu d'en tirer les conséquences en cherchant d'autres voies, eh bien non, on reprend la même voie, mais en accroissant encore les problèmes potentiels. Donc ça ne va pas. Et puis le troisième et dernier point sur lequel j'avais mené campagne, c'était le fameux TAFTA, qui à l'époque n'était pas encore tellement médiatisé. Et là, eh bien, on est toujours dedans jusqu'au cou. Hein. Alors là encore, j'ai réussi à être en première ligne, puisqu'il y avait au mois d'octobre dernier un contingent de 8 parlementaires européens qui étaient envoyés à Washington pour rencontrer les négociateurs américains du TAFTA. Et comme on n'a pas du tout d'informations, enfin très peu, au Parlement européen, je me suis dit, ben, allons-y.
je me porte volontaire, et comme ça, je poserai directement les questions aux Américains, qui eux, comme ils ont une certaine franchise, répondent. Et alors ça a marché, grâce d'ailleurs en partie, je dois dire, à un Vous avez fait partie de ce groupe. Oui, j'ai fait partie des 8, oui, absolument. Alors là, c'était la commission des affaires juridiques, pour le coup, qui était compétente à ce moment-là sur TAFTA, et la commission des affaires juridiques avait droit à 8 places. Et donc, dans un premier temps, je n'étais pas prévu. Ils avaient fait de savants calculs pour que personne de notre groupe Europe des Nations et des Libertés ne puisse y aller, bien entendu. Et puis, ce qui nous a sauvés, c'est que le groupe de Farage, le FDD, qui avait fait semblant jusqu'au dernier moment d'être intéressé par une place, finalement a dit que ça ne l'intéressait pas d'y aller. Et donc, comme j'étais sur la liste de réserve, en quelque sorte, en deuxième position, j'ai hérité de la place. Mais ça, c'est du bourg anglais un peu. Voilà. Ils l'ont fait exprès, bien entendu. Eux, ça ne les intéressait pas parce que, comme ils nous le disent eux-mêmes, nous, on a tellement de relations avec les Américains qu'on n'a pas besoin d'y aller dans le cadre du Parlement. Voilà. C'est aussi clair que ça. Bon, alors du coup, j'ai eu une place, j'y suis allé et j'ai posé toutes les questions que je voulais sur l'agriculture, sur les appellations d'origine protégée. Et j'ai eu des réponses très franches. Sur le poulet éternel, À Washington. Oui, à Washington. C'était des fonctionnaires de la Maison Blanche. On est entré dans la Maison Blanche. Bon, évidemment, j'ai pas vu Obama. Quand même pas, mais non, on a été très bien reçus. Il faut reconnaître que le Parlement européen, lorsqu'il organise un voyage officiel, fait très bien les choses. On n'avait même pas le temps de déjeuner, il y avait vraiment des séances de travail du matin au soir, au moins on n'a pas perdu notre temps, c'était fructueux. Ouais. Et donc sur les appellations d'origine protégée, par exemple, qui était le sujet qui m'intéressait le plus, parce qu'on était en train de nous dire à ce moment-là au Parlement européen que tout allait bien, qu'on allait se mettre d'accord avec les Américains, que c'était sauvé. Alors je lui ai dit, donc vous êtes prêts à nous laisser nos appellations d'origine protégée? Et là il arrive, et puis il a dit, ah, ça vous êtes français, ça se voit, bon, rien. Et il a précisé que les Américains y étaient hostiles, donc la négociation était en cours sur ce sujet, mais que eux, leur point de vue très clair, c'est que les marques suffisent. Pas d'appellation d'origine géographique protégée, les marques suffisent, elles étaient extrêmement claires. Alors évidemment, puisqu'il s'est... Les marques suffisent, c'est ça. Ben oui, les marques suffisent, c'est sa propre phrase, les marques suffisent. Il a même donné des exemples. Alors il a été extrêmement critique, il a estimé que les appellations d'origine protégée, c'était un leurre, que c'était entièrement piloté en France par le groupe Carrefour. Parce qu'il nous a sorti. Oui, il a trouvé ça. Je ne sais pas, c'était assez étonnant. Bon, alors je lui ai dit bien sûr que je n'étais pas d'accord, enfin, c'était pas le sujet central, moi j'étais là pour tirer les verres du nez. Mais c'est voilà, alors ils étaient assez à la fois sympathiques et arrogants quand même, ils avaient un complexe de supériorité. Et il a enfoncé le clou en me disant, alors devant le reste de la délégation, ça faisait bien, que de toute façon, il s'était aperçu en discutant avec nos négociateurs européens qu'il n'y avait que 8 pays sur 28 qui étaient attachés aux appellations d'origine protégée. Et donc il avait un petit sourire godin en disant, dans ces conditions, la négociation évidemment est mal partie, parce que d'un côté les Américains totalement contre, de l'autre côté une délégation dans laquelle il y a finalement 8 États européens sur 28 qui défendent réellement les appellations d'origine protégée. Effectivement, et il avait un petit sourire en coin. Alors, je pense quand même pas que tout va passer à la trappe. Je pense que ces 8 États, quand même, il va falloir leur donner un dos à ronger. Donc, je suppose que, mais ça, c'est ce que je pense, je suppose que la solution vers laquelle... oui, alors, il y avait par exemple le Royaume-Uni, alors pour l'Écosse d'ailleurs, au sein du Royaume-Uni, c'est l'Écosse, parce qu'ils ont une espèce... Alors, on croit rêver, mais il y avait une école écossaise qui était là, qui n'arrêtait pas de nous parler d'une appellation d'origine protégée, j'ai jamais entendu, c'est une espèce de... Enfin, moi je disais en riant, c'est une panse de brebis farcie, ouais, c'est proche. C'est connu. Oui, c'est quelque chose que j'ai jamais mangé. Tu l'as jamais goûté? Alors c'est une appellation d'origine protégée parce que là, elle voulait défendre ça vraiment bec et ongle. Je sais que les Écossais ont très peur que les Américains se mettent à en produire à échelle industrielle et envahissent ce marché. Bon, c'était assez comique. Il y a les Italiens, bien sûr, il y a les Grecs, et puis alors le reste, j'ai oublié de mémoire, c'était ceux-là surtout qui se manifestaient ce jour-là. Mais je crois volontiers ce que dit le négociateur américain, 8 sur 28, ça me semble assez réel. Et l'Allemagne? Alors, écoutez, j'ai pas l'impression, parce qu'il y avait un Allemand, et il ne s'est pas du tout manifesté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce que ça veut dire que l'Allemagne n'est pas attachée à ça plus que ça? Est-ce que c'est diplomatique aussi parce que c'était un Allemand mais qui était représentant du principal groupe, le PPE, donc avec un poids très important? Il n'a peut-être pas voulu se mouiller, surtout j'étais là, il n'a pas voulu dévoiler les batteries, c'est bien possible. Mais c'était passionnant parce que sur les 8, on était très peu à parler en réalité. Sur les 8, je dirais qu'on était peut-être la moitié, 4 à parler. Et puis les Allemands parlaient très peu. L'allemand parlait très peu. J'ai un cousin qui était Non, avocat. Il y avait un Bulgare aussi qui parlait très peu. Les négociations sur le TAFTA sont prévues pour durer jusqu'à quand? Alors, au début, il était question que l'on signe définitivement le TAFTA fin 2016. Et pendant longtemps, jusqu'à l'année dernière, on nous disait encore que c'était l'objectif. Jusqu'en 2015, encore c'est l'objectif. Et puis là, de l'avis général, ça n'est plus possible. Et les Américains sont d'accord d'ailleurs. Je leur ai demandé si, alors moi c'était fin 2015 encore, hein, à cette époque, côté européen, on nous disait toujours l'objectif c'est fin 2016. Et quand on leur a posé la question de façon assez pragmatique, ils ont dit non, on pense que ça ne sera pas possible. Aussi bien du côté américain que du côté européen, les négociations n'avancent pas assez vite. Et puis moi j'ai eu le sentiment qu'ils n'étaient pas si pressés que ça, les Américains non plus. À entendre le Premier ministre, il a quand même changé de position récemment là-dessus. Oui, alors, TAFTA. oui, et le Premier ministre qui était plutôt favorable au TAFTA ne l'est plus. Hein. Alors, pourquoi? Parce qu'on a marqué des points. Hein. C'est un traité dont maintenant les Français ont entendu parler et il est assez impopulaire puisqu'il symbolise assez bien ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il symbolise l'ultralibéralisme en réalité. C'est le libre-échange à tout va, l'abaissement des dernières barrières douanières qui nous protégeaient encore. Ça va tout à fait à l'inverse de ce que nous préconisons. Et puis aussi l'affaire des appellations d'origine protégée qui sont quand même menacées, je pense que les Français l'ont compris et ça les inquiète. Ça les inquiète puisque, alors nous Français, nous sommes vraiment en première ligne. On a énormément d'appellations d'origine protégée et on a vraiment tout à perdre. Hein, tout à perdre. Alors voilà, je crois que le gouvernement, il suit l'opinion publique, il est très affaibli, mais c'est un discours de politicien. Hein. Il faut quand même à un moment donné confronter les discours des dirigeants et les votes de leurs députés au Parlement européen. Et vous pouvez prendre aussi bien les socialistes que les républicains. Les discours de Valls et de Sarkozy ne correspondent pas au vote du Parlement européen. Valls vous dit attention, il faut arrêter le TAFTA. La dernière fois que nous avons voté une sorte de vote intermédiaire sur le TAFTA, c'était l'été dernier, ça fait tout juste un an, et bien finalement les socialistes ont voté pour, alors, en traînant des pieds, mais ils ont quand même voté pour. J'y vois quand même une petite contradiction. Et alors chez les républicains, là c'est la duplicité totale. Sarkozy qui nous fait des rodomontades et qui a l'air de dire qu'il faut restaurer la souveraineté nationale, franchement, comment peut-on encore croire à telle manière? Puisque alors, les députés républicains sont des féroces ultra-libéraux. Eux, ils sont pour le TAFTA, dans sa version la plus dure, hein, puisqu'ils étaient même d'accord avec le tribunal d'arbitrage qui avait condamné. Le tribunal d'arbitrage sur une justice privée qui aurait pu condamner les États. Ça, les députés européens du Parlement, les députés républicains du Parlement étaient pour ouvertement. Hein. Et à mon avis, ils le sont toujours. Donc il faudrait quand même que Sarkozy, à un moment donné, accorde son discours à la réalité de son parti. Ou alors, c'est de la politique politicienne, qu'on raconte n'importe quoi pour avoir des lois et ensuite on fait le contraire. Une spécialité de C'est monsieur. une spécialité déjà de M. Sarkozy, M. Hollande aussi. Bon. Alors nous, nos votes sont en relation avec notre discours. Et bon, c'est ce qui fait, je crois, l'honneur de la façon dont on fait de la politique. Voilà, donc vous voyez, un programme très chargé. Je pourrais aussi vous parler d'un scandale qui m'est cher, puisque là encore j'étais en première ligne, qui est le doublement du nombre des juges de la Cour de justice de l'Union européenne. Alors ça paraît être une petite affaire, mais c'est énorme quand même, parce que de quoi s'agit-il? Pour l'instant, la Cour de justice de l'Union européenne a 28 juges, un par État membre. Quand les Britanniques partiront, ils n'auront plus que 25. Alors, le président de la Cour, qui était un grec à l'époque, M. Skouris, s'est plaint de ce qu'ils étaient débordés, etc. On nous a donné des tableaux avec des chiffres, etc., pour montrer la montée en puissance, en nombre d'affaires
de la Cour. Et puis, comme je suis un homme pragmatique et prudent, j'ai tout de suite flairé un autre, parce qu'il demandait de multiplier le nombre de juges par 2. Il voulait passer de 28 à 56. C'est quand même assez étonnant. Donc j'ai demandé, moi, à auditionner les juges, tout simplement, pour savoir, entendre de vive voix les juges. Alors, pas le président Skouris, qui est très impopulaire, mais les juges de base, ceux qui jugent vraiment. Voilà, bon. Alors, on n'a pas pu nous refuser, on est quand même des parlementaires. Demander à auditionner les juges pour une réforme de la justice, ça paraît quand même légitime. Donc ça s'est fait. Et à ma grande surprise, alors à l'époque, cette audition remonte juste avant la création de groupe, il y avait donc deux types de réunions. Il y avait des réunions techniques qui étaient réservées au groupe, donc à l'époque le Front National en était exclu, et les réunions politiques qui étaient ouvertes bien sûr à tous les députés membres de la commission concernée. Et ils avaient tellement peur que j'interroge les juges qu'ils ont prétendu que c'était une réunion technique. Donc quand je me suis présenté à l'entrée de la salle, on m'a dit non, c'est purement technique, vous ne pouvez pas entrer, puisque à l'époque notre groupe n'était pas encore tout à fait constitué. Alors c'était évidemment un abus de pouvoir, puisque la réunion technique, ça ne concerne qu'à réunir des gens qu'on appelle des coordinateurs pour se mettre d'accord sur l'ordre du jour de la prochaine séance, c'est tout. Là c'était pas ça, il s'agissait d'auditionner les juges pour se faire une opinion sur une réforme. Donc je suis entré quand même en jouant un peu des coups. C'était un peu surréaliste quand même. Les apparaîteurs essayaient de m'empêcher le passage. Je suis rentré quand même. Bon, ils m'ont quand même pas brutalisé, heureusement. Et donc j'ai pu interroger les juges. Et pourquoi pensez-vous qu'ils voulaient m'interdire le passage? Parce que quand j'ai demandé aux juges, de combien de juges supplémentaires avez-vous besoin à votre avis? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? 0. Ils m'ont expliqué qu'avec l'informatisation, avec une réorganisation des méthodes de travail, etc., 28 juges, c'était suffisant. Sauf qu'il n'y a jamais eu aucun compte-rendu officiel de cette séance, parce que c'était une séance confidentielle. Donc, contrairement à l'usage, qui n'a pas été filmé, avec aucun compte-rendu officiel, etc. Alors, comme les autres parlementaires n'ont pas trop communiqué là-dessus, sauf un député du centre, M. Marinho Pinto, un Portugais, qui très courageusement a été outré par ce qu'il a entendu. Alors Pinto lui a dit, mais pourquoi voulez-vous doubler le nombre de juges, puisque les juges eux-mêmes nous disent qu'il y a besoin de rien. Effectivement, c'était la question que je posais depuis le début. Donc il a fait un peu de ramdam, Pinto. Et évidemment, le ramdam qu'il a fait avait plus de portée que le mien, parce que lui était le rapporteur de ce projet. C'est-à-dire que le rapporteur s'est retourné contre son propre projet à la suite de l'audition. C'est énorme. Eh bien, que croyez-vous qu'il s'est passé? Rien. Le doublement du nombre de juges a été voté comme un seul homme par les grands groupes, le PPE, donc les sarkozystes, les socialistes, etc. Donc il s'agit de distribuer des fromages, disons-le très clairement. On crée 28 postes de juges supplémentaires, avec tout le staff autour, bien sûr. Ça représente, alors chaque juge nous coûte, c'est des chiffres tout à fait officiels, 1 million d'euros et par an. Tout compris avec ces frais de fonctionnement, etc. Donc ça fait 28 millions d'euros par an en pure perte, puisqu'on sait absolument que ça ne sert à rien. Alors, récemment sur le site Atlantico, il y a quelqu'un qui a fait un article assez moqueur pour dire que manque de chance en plus, le volume d'affaires a diminué depuis qu'on a décidé de doubler le nombre de juges. C'est vraiment l'armée mexicaine. L'auteur nous décrit les juges en train d'attendre pratiquement que les affaires arrivent. Alors bon, on peut en rire, mais vous voyez qu'il n'y a rien à attendre de l'Union européenne. Rien du tout. Rien du tout. C'est un organisme qui est une oligarchie, ça n'a rien de démocratique, le Parlement n'est là que pour donner un alibi, un petit vernis démocratique, mais en réalité les décisions se prennent à l'extérieur, notamment à l'initiative de la Commission de Bruxelles, qui est un organisme qui n'est pas élu. Lorsque les parlementaires rechignent, essayent de faire leur travail, il y a des pressions terribles qui sont exercées sur nous. Alors, sur le Front National, c'est carrément des menaces, y compris des menaces d'ordre judiciaire. Moi, j'étais en première ligne dans l'affaire des assistants fictifs. Oui, voilà, oui. Bien sûr, on a prétendu que mon assistant était fictif, qu'il travaillait à Nanterre, etc. Alors que manque de peau, je loue une permanence en Ille-et-Vilaine et il travaille en Ille-et-Vilaine, donc c'est quand même assez difficile d'être à la fois en Ille-et-Vilaine et en Nanterre. Donc l'affaire a fait pchic très rapidement. Mais tout a été balancé à la presse. Pourquoi? C'est pour faire pression. Vous avez combien d'assistants parlementaires? Alors en tout, j'en ai 3. Vous en avez 3, oui. Ouais, j'ai pas les moyens d'en avoir plus. J'ai trouvé que le week-end dernier, j'ai rencontré des assistants parlementaires de Strasbourg. Oui,
bien sûr. Il était venu lors d'une réunion. Bien sûr. voir. Bien sûr, et ils sont tous les trois à leur poste de travail, donc j'ai été innocenté, mais vous savez, c'est toujours comme ça dans ces cas-là. Comme il s'agissait de faire de l'intimidation, l'accusation a été lancée d'ailleurs contre toutes les règles européennes, hein, par M. Schulz. Normalement, c'est l'OLAF, l'Office de lutte antifraude, qui est saisi de ce genre d'affaires, qui travaille dans la discrétion pour respecter la présomption d'innocence. Au lieu de ça, Schulz a tout lancé dans la presse, nous a présenté comme des coupables, a balancé nos noms. Hein. C'est quand même incroyable, mon nom a été balancé. Et finalement, l'affaire a fait pchit au bout de 3 mois. Il semblerait pourtant que Jean-Marie Le Pen soit le premier à... C'est le seul. C'est le seul. Mais attention, il se défend, hein. On peut lui faire confiance, il va se défendre. Nous avons subi les retombées de cette affaire au conseil municipal le vendredi d'hier. Ah oui. Au conseil municipal, la maire adjointe, Mme Mahé, a pris la parole. Elle parlait de Gauthier Boucher, qui est notre collaborateur à la région, Oui. et en amenant le cas sur les députés européens qui sont accusés, vos collaborateurs. Oui, mais qui sont accusés et Mais condamnés. eux, c'était comme si c'était une accusation déjà Voilà. jugée. Alors moi, je peux vous dire que j'ai été blanchi très rapidement, au bout de 3 mois, par un courrier qui m'est arrivé le 27 juillet 2015. Alors 27 juillet 2015, vous comprenez pourquoi, juste avant que le Parlement disperse, pour éviter que j'aille triompher partout avec mon papier à la main, évidemment, c'est toujours comme ça. Si on avait eu ce document hier, on pouvait répondre à la maire adjointe. Voilà. Alors nous c'est les menaces, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour les grands groupes sarkozystes, PPE, socialistes, les centristes de la LDE, les Verts, etc., c'est des pressions d'un autre ordre, des pressions politiques qui viennent souvent, comme ils sont pro-européens, de la Commission elle-même, etc. On leur fait comprendre qu'ils mettent l'Union en péril, etc. Je reviens sur l'affaire européenne, la construction européenne et les présidentielles. La position du Front National en disant une Europe des coopérations semble véritablement très floue. Est-ce qu'il y aura un texte? On n'arrive pas à déterminer s'il y a une opposition fondamentale du Front à toute forme de construction européenne ou non. Ah, écoutez, alors, dans mon esprit, en tout cas, les choses sont très claires, puisque dès les présidentielles de 2012, on avait un programme précis. Et je suis bien placé pour vous en parler parce que je faisais partie des 4 conseillers pour l'Europe de Marine Le Pen. Et donc on lui avait déposé un projet très précis qui décrivait l'Union, enfin la future Europe telle que nous la souhaitons, cette Europe des nations. Alors institutionnellement, il y avait un organe bien sûr qui survivait, c'est le Conseil, puisque le Conseil c'est la réunion périodique des chefs d'État et des premiers ministres. Voilà. Donc ça, évidemment, ça restera, puisque pour se mettre d'accord, il faut naturellement qu'il y ait des réunions périodiques au sommet. Donc ça, c'est une très bonne idée, et ça ne porte absolument pas atteinte à la souveraineté des nations. La Commission de Bruxelles, par contre, bien sûr, on la supprime, c'est clair et net, c'est un organe par essence supranational. On la remplace par un secrétariat permanent, c'est-à-dire un corps de secrétaires de haut niveau, qui prépare les réunions du Conseil et qui, ensuite, exécutent leurs décisions. C'est-à-dire que c'est des courroies de transmission entre le Conseil et puis les différents États-nations. Donc des sortes, si vous voulez, de diplomates, mais qui ne sont que des exécutants. Donc on appellerait secrétariat permanent pour bien montrer que c'est juste un organe d'exécution et bien sûr pas du tout de monopole de l'initiative. On rompt totalement avec le modèle de la Commission de Bruxelles. Alors ensuite, eh bien... Alors, le Parlement, bien sûr, c'est les parlements nationaux qui joueraient naturellement le rôle essentiel dans notre schéma. C'est-à-dire que les propositions qui émaneraient du Conseil auraient vocation à être votées Parlement national par Parlement national, ce qui permettrait à chaque État de refuser un projet. Donc ce serait une Europe à géométrie variable, il y aurait des projets communs, mais ne s'y associerait au cas par cas que les États que ça intéresse. Il n'y aurait aucune contrainte. Et c'est pour ça que ça peut marcher, à mon avis. D'accord. Et donc, en fait, ça, ce programme de 2012, oui. On considérait qu'il est toujours là pour 2017. Ah ben, il est toujours valable. Oui, moi j'en parle avec mes camarades députés des autres nations, puisque nous sommes 9 nations maintenant au sein de l'Europe des nations et des libertés. Et c'est bien ce modèle très souple qui a leur agrément. Oui, bien sûr. Dans ces groupes, vous avez parlé du groupe de l'UKIP. Un groupe, je dirais, donc,
anti-euro. Il n'y a pas un troisième groupe, non, au Parlement européen qui serait aussi... Qui est un petit peu eurosceptique. Oui, il y a l'ECR. Oui. L'ECR, alors c'est le groupe dans lequel siègent les conservateurs britanniques. Voilà. Exactement. Donc ils sont eurosceptiques, mais beaucoup moins quand même que les deux autres qu'on a cités, parce que le point commun entre le FDD de Farage et notre groupe ENL, c'est que nous sommes clairement pour que les États reprennent leur souveraineté. On est en fait contre le modèle de l'Union européenne. Dans le cas de CR, c'est pas aussi clair que ça. C'est un groupe qui vote assez souvent pour les propositions de la Commission de Bruxelles. Moi, je trouve que leur discours est assez ambigu, personnellement. Alors, on a de bonnes relations personnelles avec eux, mais sur les sujets, sur les votes importants, ils nous manquent souvent, ils nous font défaut. Voilà. D'accord. Il y a eu pas mal d'articles presse récemment disant que l'élection présidentielle de l'année prochaine pouvait se jouer sur deux idées principales. Soit, je dirais, la question à la fois identitaire mais en même temps culturelle, une question plus politique et liée au Brexit et à l'Europe. Et il semblerait qu'à l'intérieur du Front National, il y ait de tendances différentes, l'une représentée plus ou moins par Marion Maréchal Le Pen et l'autre par Florian Philippot. Non, alors, comme vous le savez, on nous pose souvent cette question, et moi je ne suis pas persuadé que ça corresponde à une réalité. Il y a peut-être une différence de sensibilité, mais on est d'accord sur les grandes lignes du programme. Moi, il me semble qu'on prête à Marion des propos qu'elle n'a jamais tenus aussi clairement que ça. Elle est étatiste, Marion, je tiens à le dire, c'est-à-dire qu'elle adhère totalement au programme fondamental du Front, qui est de restaurer un État fort, un État stratège qui dirige l'économie, un État qui est beaucoup plus fort qu'il ne l'est à l'heure actuelle dans ses fonctions régaliennes. Elle est d'accord là-dessus à 100%. Alors, après, la différence, je crois, c'est qu'elle met l'accent aussi sur le fait que nous ne sommes pas évidemment des communistes et qu'on est pour le libre jeu du marché dans un certain nombre de domaines. Et ça, c'est le programme officiel du Front. Alors, certains journalistes, parce qu'elle insiste sur cet aspect-là, ont l'air d'en tirer la conséquence. Oui, ils ont intérêt à faire monter un peu la mayonnaise. On essaye de jouer ce qui s'est passé en 98-99. Bien sûr, mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Moi, je suis très très proche de Marion, puisque à l'heure actuelle, je serai avec elle lundi encore. Elle anime un groupe de travail sur le programme présidentiel de Marine, ce qui prouve au passage que la nièce et la tante s'entendent très bien. Eh bien, je peux vous assurer que je ne suis jamais du tout mal à l'aise. Elle pense exactement comme moi, comme Florian. Je crois que tout ça est très artificiel. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Elle a dit un jour, elle a eu une phrase assez juste, elle a dit il y a beaucoup plus de points communs entre moi et Florian Philippot qu'entre moi et n'importe quel autre homme politique des Républicains. Bon, c'est assez clair. Nous, en tant que parti politique, il faut quand même qu'on se rappelle que nous défendons la laïcité. Donc il ne faut pas brouiller notre message. Nous sommes partisans de la laïcité, étant entendu que par ailleurs, nous disons aussi que sur le plan historique, il faut évidemment dire la vérité, on ne peut pas nier que la France a des racines chrétiennes. Bon, prétendre le contraire serait absurde. Mais voilà, il faut que les choses soient claires. On est pour un État laïque. Je pense que c'est en cela que il peut y avoir des craintes lorsque un élu affiche trop ostensiblement sa religion à titre personnel, bien sûr, il peut, et ça ne jamais nullement, mais il ne faut pas que ça brouille notre discours. Il ne faudrait pas que des Français puissent penser que nous adressons uniquement à l'électorat catholique. Ce n'est pas du tout notre objectif. Nous, on est porteurs d'un projet complet qui peut attirer tous les Français, quelles que soient leurs origines et quelle que soit d'ailleurs leur confession. D'accord, je vous remercie.
Une petite photo pour mettre en ligne et puis